Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour, c'est Rahma de la chaîne YouTube Morale, des mots et des râles. Bienvenue sur ma plateforme, la plateforme qui met en lumière les mots MAUX de la société. Je t'invite tout d'abord à liker cette vidéo et à t'abonner. Tu peux également me trouver sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Morale by Rahma et sur Instagram, mots-ral. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans mes mots et mes râles un jeune qui est écrivain, poète, mais également qui a un fort intérêt pour les questions liées au genre et lutte également contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je ne vais pas vous en dire plus. On va le découvrir et on se retrouve juste après. Jerry Azilinon est un jeune béninois résidant au Sénégal avec un vif intérêt pour les questions de genre et la lutte contre les violences faites aux femmes. Il est ambassadeur He4She et coordonnateur du mouvement Doina qui sensibilise aux questions de genre et fournit une assistance aux victimes, entre autres. Il est aussi le secrétaire général de Yewi, une association qui lutte contre la précarité menstruelle et sensibilise à la santé sexuelle et reproductive. Il est par ailleurs entraîneur d'une équipe féminine de football, les Dakar Sacré Queens, une manière de montrer que la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes doit être menée sur tous les terrains. Il travaille également au quotidien sur des programmes d'éducation et d'engagement des jeunes. Son engagement se traduit également à travers ses nombreuses collaborations avec ONU Femmes, Social Change Factory, l'ambassade de France au Sénégal, l'ambassade du Canada au Sénégal, pour ne citer que celle-là, en tant que formateur, consultant, modérateur, panéliste, sur des questions de droits des femmes et de masculinité positive. Il est auteur, poète et a à son actif 3 recueils de poèmes. Un peu de nous, Journey of a Broken Hearted, parenthèse poétique, qui nous plonge dans une réflexion profonde et une rencontre avec soi et ses émotions. Bonjour Jerry. Bonjour. Jerry Gentleman. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien et c'est un plaisir justement de me retrouver aujourd'hui avec toi et avec tous les téléspectateurs de Morale. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez toi. C'est un plaisir. Alors, d'où vient le Gentleman? Justement, le gentleman, en fait, ça vient du fait que moi, avant, quand j'étais, je pense, dans des années en arrière, j'écrivais beaucoup de poèmes pour mes amis, pour la Saint-Valentin et tout ça. Et un jour, j'avais écrit un poème qui s'appelait Le Parfait Gentleman. En fait, c'est de là-bas que justement la personne pour qui... donc, je l'avais écrit pour un ami, qui l'a donné à sa copine du moment, de l'époque du coup. Et du coup, c'est elle qui a créé ce jeu de mots-là et qui, quand elle a su que c'était de moi, et qui a dit, en fait, Jerry, ça ferait bien Gentleman. Et donc, du coup, j'ai adopté ce nom. Et tu as adopté ce nom. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es au Sénégal? Non, moi, ça fait... L'année prochaine, ça va faire 20 ans que je suis au Sénégal. Wow. Je suis là depuis le 5 juillet 2004, je me rappelle très bien. Ok. Ouais. Donc, vous avez fait pratiquement tout votre cursus scolaire ici? Oui, en grande partie. J'ai eu tous mes diplômes au Sénégal. Et vous vous plaisez bien ici? Oui, je pense que si j'ai fait 20 ans ici, c'est que quand même, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance? Donc du coup, moi, je suis l'aîné de ma famille. Donc, je suis né dans une famille de trois enfants. Je suis l'aîné, il y a ma petite soeur qui vient après, Jorel, et mon petit frère qui vient après, Jason. On a tous des prénoms en J, même nos parents, du coup. Et donc du coup, moi, j'ai grandi au Bénin. J'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, avec mes tantes. Voilà, j'ai grandi dans une grande famille. Donc franchement, une famille où il y avait beaucoup d'interactions et tout ça, une famille africaine de base. Après, je suis venu au Sénégal en 2004 pour des raisons familiales. Donc là, j'habitais avec mon parrain et ma marraine. J'habitais avec eux jusqu'en 2016 avant de moi-même commencer à errer dans la vie d'adulte, on va dire. Mais moi, mon enfance, ça va, je pense qu'elle a été marquée par différents moments. Donc il y a le moment où j'étais très timide, très réservé. Je pense que j'ai encore des séquelles de ça. Et il y a eu un moment où il y a eu un gros switch, où je suis devenu très ouvert, beaucoup plus extraverti, où j'allais beaucoup plus vers les gens, ce qui n'était pas du tout évident avant. En classe, il y a eu une période de ma vie où j'étais un très bon élève, super studieux, voilà. En tout cas, je me battais beaucoup pour être premier de la classe et tout ça. Et à un moment donné aussi, je pense que cette fougue-là a un peu baissé. J'avais toujours de bonnes notes, mais c'est juste que
top du classement, c'était plus forcément là où on me retrouvait. Et donc, ouais, je pense qu'en général, ça a été ça. Moi, j'ai été un enfant qui a été beaucoup couvé quand même. J'ai eu beaucoup d'affection, que ce soit ma famille, mes oncles, mes tantes, voilà, soit la famille directe ou élargie. Donc, voilà, c'est en gros un peu ce qui a marqué mon enfance. Et comment s'est passé justement ce switch-là? Vous êtes sorti de votre zone de confort, il a fallu faire un effort, un travail sur vous-même. Comment ça s'est passé? Je pense que le fait de venir au Sénégal a énormément joué là-dedans parce que voilà, mon parrain et ma marraine, je pense que c'était des personnes avant de venir vivre avec eux. Je les voyais quand ils venaient en vacances. Voilà, mon oncle, c'était un éminent professeur qui faisait le tour du monde. Voilà. Donc, moi, c'était comme ça que je le connaissais. Je savais que j'avais un oncle qui était un éminent professeur et qui allait animer des conférences un peu partout dans le monde. Donc voilà, j'étais un peu impressionné par qui c'était. Donc, je le voyais quand il venait en vacances et tout. Donc, le switch de venir vivre avec lui, de le côtoyer, d'être dans un autre environnement, de devoir également me réadapter, parce que je suis quand même venu quand j'étais relativement jeune. Et souvent, je pense que les gens changent de cocon familial lorsqu'ils ont atteint un certain âge de maturité et tout. Donc ça fait qu'on s'est déjà affirmé, qu'on sait déjà quel type de personne on est et tout. Moi, ce n'était pas forcément le cas, donc je pense que j'ai réappris à me découvrir, à avoir de nouvelles habitudes dans un nouvel environnement familial et tout. Donc je pense que ça a vraiment été le déclic qui a joué. Et puis changer de pays à 8-9 ans, je pense que c'est quelque chose d'immense. Vous changez de réalité, vous changez de culture. Et donc du coup, je pense que tous ces petits faits, quand on les met ensemble, justement, ont énormément contribué à cela. Donc en fin de compte, l'environnement joue beaucoup sur notre développement. Ah oui. Je pense que l'environnement, c'est pour ça qu'on dit que la famille est la cellule de base qui fait l'homme, parce que justement l'environnement dans lequel on grandit, celui qu'on côtoie, c'est ça qui nous fait et qui nous façonne d'une certaine manière. Absolument. Nous allons parler des mots, puisqu'on est dans les mots et les râles. Vous avez à votre actif 3 ouvrages de style poétique, 3 recueils de poèmes. Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc moi là, j'ai 3 recueils qui sont sortis, qui parlent principalement d'amour, d'affection, d'émotions et tout. Le premier, il est sorti le 21 juin 2020, il s'appelait Un peu de nous. Le deuxième, il est sorti un an après, donc le 21 novembre 2022. Il s'appelle Journey of a Broken Hearted. Et là, du coup, il y a un troisième qui est sorti et qui s'appelle Parenthèse politique, et du coup, qui est sorti le 21 octobre passé. Voilà. Parfait. Et d'où vous vient cette passion, ou on va dire, vous êtes un féru des mots, d'où vient cet amour ou cette passion pour les mots? Moi, je pense que déjà, très petit, je lisais beaucoup. Voilà, je ne sortais pas beaucoup, j'avais quelques consoles et tout ça, mais je plongeais beaucoup dans les livres. Après, quand j'ai grandi, il y a eu un détachement par rapport à ça. Mais je lisais beaucoup les livres d'auteurs africains, Ferdinand Oyono et tout ça. Donc, moi, je pense qu'Une vie de poète, ça a été le premier livre que j'ai vraiment lu et qui m'a vraiment plu. Et donc, du coup, je lisais beaucoup de livres qui étaient de ce style-là. Après, au collège, j'ai voulu être rappeur, comme je pense la plupart des jeunes garçons et tout. Je fais le collège Sacré-Cœur et j'avais intégré un groupe de rap et tout. Et niveau flow, tout ça, voilà, je galérais beaucoup avec le flow et tout parce que j'avais pas une dégaine de rappeur et tout. Voilà. Moi, j'étais le garçon assez timide, réservé dans son coin et tout. Mais par contre, ce que je faisais bien, c'était de réécrire les textes des autres et tout. Donc je pense que c'est là-bas où j'ai développé ça. Après, moi, j'écoutais énormément du Soprano, du Grand Corps Malade, du Youssoupha. Et je pense que c'est des personnes qui, au-delà de leur talent musical, sont des personnes qui savent très bien manier les mots. Et donc ça a énormément influencé également ce que je faisais. Je me rappelle la première fois où j'ai découvert Soprano, j'étais en train de marcher. Ça je ne peux jamais oublier ça. J'étais avec mon grand cousin Anaïs d'ailleurs. Et il avait les MP3 là, à l'époque et tout ça. Et donc du coup, sur le chemin, moi j'avais rien à faire et lui, il mettait sa musique. Et ce jour-là, il m'a passé son MP3. Et la première chanson que ça a joué, c'était Inaya de Soprano. Et je lui ai demandé c'est qui celui-là. Et il m'a dit, il s'appelle Soprano. Donc quand je suis rentré à la maison, j'ai cherché tous ces morceaux. Je pense que ça devait être en 2004-2005, quand je venais juste d'arriver au Sénégal. Et j'ai cherché tous ces morceaux, j'ai commencé à l'écouter et depuis, je suis un féru de Soprano. Donc voilà, ça a beaucoup joué aussi. Et à un moment donné, j'avais beaucoup de mal à trouver le style d'écriture que je voulais parce que j'écrivais pour des blogs d'amis et tout. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais bien tout ce qui était rime, j'aimais bien tout ce qui était court, voilà, qui était concis et tout. Et de fil en aiguille, j'ai compris que c'était la poésie qui était mon milieu. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Je pense que mon premier recueil, là où je me suis vraiment dit, ok, là, pas le premier recueil, plutôt mon premier poème, quand je me suis vraiment dit, là, j'écris un poème, c'était en 2015. Et donc, du coup, depuis l'aventure, je pense que j'ai 8 ans, du coup, à mon actif. On va dire de carrière de poète et ça a déboulé sur 3 recueils sortis.
Parfait. En tout cas, les années 2000 ne connaissent pas les MP3. Hein. Oui, voilà, pas Je du ne tout. connais pas. Et Genre, Soprano, c'était trop c'est bien. un bon. Ouais, Soprano, non, c'est un franchement, bon. c'est un bon. Ces derniers temps, voilà, mais il a dit quelque chose de très vrai que moi aussi j'expérimente parce que ce qui est drôle, c'est que quand j'ai sorti Journey of a Broken Hearted, qui est le recueil qu'apparemment les gens ils aiment le plus, parce que c'est un recueil qui parle beaucoup de tristesse, de peine et tout ça, parce que je l'ai écrit quand même dans un contexte assez particulier et que je suis venu avec une parenthèse poétique que je voulais intentionnellement beaucoup plus soft, beaucoup plus joyeux et tout ça. Et les gens me disaient oui, mais on s'attendait à quelque chose de comme Journey of a Broken Hearted. Je me rappelle une fois, Soprano il avait dit, mais en fait, avant, je chantais la mélancolie parce que c'est ce que je vivais. Mais maintenant, je suis heureux. Je suis un papa, je suis un mari accompli, j'ai des enfants. J'ai retrouvé même mon enfant que je chantais dans mes chansons et tout ça. Et donc, du coup, là, je suis joyeux. Je ne peux pas créer une peine qui n'existe plus. En fait, je ne peux que chanter ce avec quoi je suis en phase. Et du coup, je comprends très bien maintenant. Avant, je ne comprenais pas. Je me disais, mais oui, nous, on ne t'a pas connu comme ça. Nous, on t'a connu mélancolique. Renvoie-nous cette mélancolie-là. Mais maintenant, je comprends, vu que moi, si maintenant j'écris, je comprends vraiment que ce qu'on vit au quotidien joue énormément sur ce qu'on produit. C'est pour ça que je pense qu'il y a cet éternel débat de est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste. Je pense que non, hein, quand même, parce que moi je dis toujours l'artiste c'est une extension de l'homme. C'est pas forcément identique à l'homme, c'est vrai qu'il y a quand même un personnage qu'on se crée pour pouvoir tenir ce rôle-là d'artiste, d'auteur ou autre, mais l'auteur ou l'artiste reste quand même une extension de l'homme qu'on est de base. Exactement, l'auteur ou l'artiste reste une extension de ce qu'on est de base. Et justement, c'est cette magie-là, parce que moi j'écris beaucoup, et en général, on extériorise que ce que l'on vit. Notre soi, en fait, notre moi. Et ça va vous permettre d'aborder une autre question. Vous avez parlé un peu du contenu de vos ouvrages, de vos poèmes. Qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer comme message à travers vos écrits? Moi, l'amour. Hein. Moi, je suis un amoureux de l'amour, je le dis tout le temps. Moi, l'amour, c'est vraiment le premier message. Parce que bon, après, moi, je suis croyant. Moi, je suis chrétien et catholique et tout. Absolument. Et nous, ce qu'on dit, dès les premiers pas à la catéchèse, ce qu'on nous dit, c'est Dieu est amour. Moi, je pense que c'est l'une des phrases que j'ai le plus entendues. Et moi, en fait, je me dis juste, en développant tout ce qui est autour de l'amour, en fait, je vis aussi ma foi d'une certaine manière. Et d'ailleurs, la préface de Parenthèse poétique, c'est 1 Corinthiens. Et 1 Corinthiens, c'est le passage de la Bible qu'on lit à tous les mariages. Parce que c'est un passage qui parle que d'amour, où on dit l'amour, il est patient, l'amour, il est doux, l'amour, il ne complote pas, l'amour, il n'est pas envieux et tout ça. Et même dans ce passage-là, on dit qu'il y a 3 choses qui sont importantes, c'est la foi, j'ai oublié la deuxième, en tout cas l'amour est la troisième, on dit tout peut disparaître, mais l'amour ne doit pas disparaître parce que l'amour c'est l'essence en fait. Du coup moi c'est vraiment ce que j'essaie de faire vivre aux gens dans mes recueils et dans mes poèmes. L'amour, mais à travers les émotions, donc tout ce qui est vraiment émotion qui tourne autour de l'amour, parce que pour moi l'amour c'est l'émotion centrale. On a la trahison autour, on a l'amitié, on a la fraternité, on a la déception, on a la dépression, on a le fait de devoir se relever. Voilà. Donc moi franchement, moi je dis toujours je suis un amoureux de l'amour. J'espère que de mon passage sur Terre, ce que les gens retiendront, c'est que je suis quelqu'un qui essaye de cultiver de l'amour et de faire que les gens croient un peu plus en l'amour, parce que je trouve que c'est dommage, mais notre génération a énormément perdu foi en l'amour. Et pour moi, sans amour, c'est super compliqué d'exister tout simplement. Tout à fait. Tout est amour finalement. Ouais, Dieu est amour et c'est comme ça qu'on se complète justement. Et vous êtes aussi très engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, sur également les questions de genre. Qu'en est-il de cet engagement? En fait, pour moi, cet engagement, je dis toujours, il s'est fait naturellement parce que c'est pas comme si c'était quelque chose que j'ai questionné. Je pense qu'à force justement qu'on me pose ces questions, moi aussi je me suis assis un jour et je me suis dit mais en fait ça vient d'où tout ça? Moi je dis souvent la première personne, donc la première figure qui avait une grande carrière, qui avait une belle maison, une belle voiture et à qui je me suis dit waouh, je veux ressembler quand je vais grandir. Moi la première personne que j'ai vu réussir dans sa vie, c'était la petite sœur à ma mère. Et c'était aussi une dame avec qui j'ai passé énormément de temps quand j'étais au Bénin et tout ça. Et donc pour moi, j'ai jamais grandi dans ce contexte-là où je me dis ah les femmes ne sont pas capables de faire quelque chose. C'était la plus petite de la famille déjà. C'était celle qui a réussi le plus tôt et qui avait une carrière ascendante et tout ça. Et donc du coup pour moi, il n'y a jamais eu cette question de est-ce que les femmes peuvent faire ce que les hommes peuvent faire. L'autre chose c'est que dans la culture béninoise, c'est une culture où tu sois un homme ou une femme, tu cuisines. Tu balayes, tu ranges ta chambre, tu fais la vaisselle, tu fais la lessive et tout ça.
Donc il y a jamais eu ces types de questions en fait, dans ma tête. Je me rappelle qu'en 2015-16, j'ai participé à un concours Voix des jeunes avec mon université Ithaca du coup, et on devait travailler sur une thématique, et c'était la thématique du genre. Et donc du coup on a reçu un expert de une femme qui nous a fait tout un speech sur les questions de droits des femmes, sur les inégalités que vivaient les femmes dans le monde. En fait, moi, c'est comme si je venais d'ouvrir un univers parallèle. J'ai l'impression que, voilà, comme les fans de manga, là, quand on voit les univers parallèles, je me dis, mais en fait, c'est pas possible que tout ça, ça se passe dans ce monde-là. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Je pense à cette époque, j'avais quoi? Je devais avoir 17-18 ans. Je me dis, comment ça, j'ai vécu 18 ans de ma vie et j'ai pas. En fait, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose d'alarmant. Je ne savais pas qu'il y avait autant de cas de viol et tout ça. En fait, ça a suscité ma curiosité. Donc, du coup, j'ai commencé à lire, à aller à des conférences qui en parlaient, à suivre les personnes d'ONU Femmes et tout ça. Et de fil en aiguille, justement, je me suis retrouvé impliqué justement dans des conférences, dans des sessions. On est allé au Kenya. Je pense que le voyage au Kenya avec UNICEF et ONU Femmes a été le grand déclic qui m'a poussé vraiment à m'engager de manière active, justement. J'ai rencontré des personnes formidables comme Sofatou, avec qui justement, qui a monté l'association, le mouvement de Doena, que j'ai rejoint par la suite. Et en fait, pour moi, c'est de là que tout est né. Mais en fait, c'est pas comme si, au moment où j'ai découvert tout ça, je me suis dit, ah ok, il faut que je fasse quelque chose. Je pense que c'est venu vraiment naturellement. Mais moi, jusqu'à présent, j'arrive pas à me dire, mais en fait, comment ça se fait que juste parce que tu as travaillé sur la question de genre à un concours, tu t'es retrouvé aujourd'hui ambassadeur à Hifoshi, membre d'autant d'associations. Je pense que c'est juste quelque chose qui s'est fait naturellement. Voilà, effectivement. Et justement, vous êtes secrétaire général de l'association Yewi et coordonnateur du mouvement Doena. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme action? Donc en fait, avec Doena, ce qu'on fait, c'est on travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes. Donc pendant très longtemps, on a fait énormément de tournées scolaires, on a fait de l'accompagnement de victimes sur l'aspect psychologique, mais également sur l'aspect judiciaire. On a fait beaucoup de campagnes en ligne justement pour sensibiliser les gens sur déjà à connaître c'est quoi les questions de genre, c'est quoi les violences faites aux femmes et tout. C'est vrai que dernièrement, sur ces derniers mois, on a été beaucoup moins actifs parce que c'est quelque chose qui est quand même très prenant, même pas du point de vue du temps, mais émotionnellement également, parce que rencontrer des personnes qui vous racontent leur parcours, c'est lourd émotionnellement. Et donc du coup, de temps en temps, c'est aussi important pour nous de prendre des pauses, de pouvoir nous ressourcer, d'aller également nous faire former. Et voilà. Donc on va revenir dans les prochains mois justement avec beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'activités. Donc ça, c'est du point de vue de l'un. Avec l'IELI, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille vraiment sur la question de la précarité menstruelle. Donc tout ce qui est hygiène menstruelle, parce que c'est dommage de le dire comme ça, mais aujourd'hui, l'accès justement à tout ce qui est serviettes hygiéniques est quelque chose de très luxueux. Et on n'a même pas besoin d'aller à l'intérieur du pays pour s'en rendre compte, même dans nos capitales et dans les périphéries de la capitale, c'est encore quelque chose de très luxueux. Donc je vous laisse imaginer le tableau que ça doit être à l'intérieur du pays. Donc du coup, le but pour nous, c'était de faire de la sensibilisation autour de ça, déjà de faire comprendre aux jeunes filles et même aux mamans à quel point c'est important justement d'utiliser des serviettes hygiéniques parce que il en va de la santé. La santé sexuelle et reproductive, parce qu'il y a tout ce qui est risque justement d'infection et tout ça. Et en fait, aussi le but pour nous, c'était aujourd'hui de faire un plaidoyer pour que tout ce qui est serviette hygiénique justement soit détaxé et que le prix retombe à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, c'est un luxe et je pense qu'il y a cet exemple-là, cette illustration qu'on prend toujours, c'est de se dire, en fait, l'envie sexuelle, c'est une envie qui vient de la personne. Et pourtant, on distribue des préservatifs gratuitement, alors que l'hygiène menstruelle, c'est pas quelque chose de voulu. J'ose croire, je ne parle pas à la place des femmes, mais j'ose croire que si aujourd'hui on donnait le choix aux femmes de ne pas voir leurs règles chaque mois sans qu'il y ait une quelconque conséquence justement qu'elles accepteraient, en tout cas j'ose croire. Et donc du coup on se dit que vu que tout ce qui est menstrué c'est quelque chose qui n'est pas forcément voulu et qui est quelque chose qui est imposé et naturel, ce serait bien que justement tout ce qui peut aider la femme à bien vivre ce temps-là soit également gratuit ou en tout cas soit à un prix qui est raisonnable et ne coûte pas aussi cher que ce n'est le cas en ce moment. En tout cas, bravo, félicitations pour cet engagement qui est très noble parce que justement j'avais réalisé une vidéo sur la précarité menstruelle à partir d'un livre, j'ai oublié l'auteur de ce livre, mais qui a exposé toutes les conséquences et parfois même les causes en fait. Pourquoi aujourd'hui
Et comment en fait les filles vivent en fait cette précarité c'est vrai, menstruelle? vraiment. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de conséquences. Et comment avez-vous fait pour intégrer toutes ces organisations qui ont pour mandat de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles et qui ne cessent de mettre en place des actions pour justement remédier à toutes ces tares que nous vivons et qui malheureusement, dont les seules victimes restent les femmes, les filles et les enfants, sans fausse exagération bien sûr. Comment s'est passée la collaboration? En fait, comme je disais, moi j'ai eu, comme je m'intéressais beaucoup à ces questions-là, je pense à travers ONU Femmes et UNICEF, à un moment donné j'ai pris part au sommet des activistes sur les questions de genre au Kenya. Je pense que c'était en 2016 ou 2018, je ne me rappelle plus trop, mais une de ces 2 années-là. Et c'est là-bas où j'ai rencontré Sofatou, du coup, pour la première fois. J'ai rencontré plein d'autres jeunes Sénégalais, Béninois, Africains. Et quand on est revenu au Sénégal, chacun devait monter. Je pense que ça nous a tellement stimulé que chacun voulait monter son initiative. Sofatou avait déjà la sienne qui était en cours. Et donc, du coup, moi, je suis quelqu'un qui croit énormément au partage et je pense qu'elle aussi. Donc, elle nous a appelé, elle a demandé si ça nous intéressait justement de se joindre à elle pour l'organisation des séjours d'activisme pour le cadre de ONU Femmes en 2018. Donc, du coup, ça s'est fait. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, après, on a gardé cette collaboration-là le long. Et en fait, je pense que de fil en aiguille, de collaboration en collaboration également, j'ai pu rencontrer des personnes comme Aïcha Rassoul, qui était à Paris et qui maintenant est entrée au Sénégal. Et qui, elle aussi, lorsqu'elle voulait monter son association ILU, du coup, m'a approché et m'a demandé ce que j'en pensais, est-ce que ça m'intéresserait d'intégrer tout ça. Et je pense que la mission était tellement noble et les choses étaient tellement bien structurées que je m'y retrouvais. Et que voilà, ça s'est fait également de source et tout. Donc voilà, c'est un peu comme ça que toutes ces choses se sont faites. Et justement, vous avez dû vivre une merveilleuse expérience au cours de ce magnifique parcours. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience et de quoi êtes-vous fier vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend fier? Je pense que je ne suis pas encore fier en soi parce que malgré toutes les actions qui sont posées, malgré tout ce qui est fait, c'est vrai qu'il y a des avancées, il y a des résultats, mais on est encore très loin de là où on devrait être normalement et tout. Mais je pense que moi, les moments qui m'ont particulièrement marqué, je vais dire, c'est lorsqu'on faisait les tournées scolaires, lorsqu'on allait voir des collégiens et qu'au début de la séance, c'était des jeunes qui avaient plein d'a priori sur les questions de genre, sur les droits des femmes et tout. Et moi, ça a toujours été, je pense, c'est arrivé plusieurs fois qu'en pleine séance, des jeunes garçons disent « Ah, ok, en fait, maintenant je comprends. Maintenant, je m'engage à faire ceci. » Et en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'est que lors des tournées scolaires, on n'allait pas dans la confrontation, on n'allait pas leur dire « Ah, vous savez, vous ne vous comportez pas bien, il faut changer. » Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des études de cas, on faisait des gender switch, on les mettait dans des situations. Parce que le but, c'était que d'eux-mêmes, ils comprennent en fait ce qui n'allait pas et qu'eux-mêmes, ils identifient c'était quoi les inégalités. Et on voit qu'ils y arrivaient, voilà, et surtout les enjeux, et ils y arrivaient. Et eux-mêmes, ils prenaient la responsabilité de se dire, ok, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Moi, je vais changer, moi, voilà ce que je m'engage à faire, voilà ce que je m'engage à changer. Et pour moi, c'était toujours des moments marquants parce que je me disais, ok, au moins, on ne fait pas tout ça pour rien. Et on aura des relais plus tard dans les familles, dans la communauté, dans les écoles pour continuer. Et aujourd'hui, quels sont les conseils ou suggestions que vous donneriez aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'écriture ou qui voudraient collaborer ou intégrer les ONG? Moi, déjà, pour intégrer les ONG et tout ça, c'est vrai que souvent, il y a un prestige qui est donné à ces ONG qui font que parfois on veut rentrer dans les ONG pour les mauvaises raisons. Et pour moi, déjà, c'est que c'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on a intégré une ONG, c'est quoi la fibre qui nous anime, et aussi d'identifier notre valeur ajoutée. On est bon en quoi? Est-ce qu'on est bon en communication? Est-ce qu'on est bon en organisation, donc en gestion de projet? Est-ce qu'on est bon en logistique? Voilà. Est-ce qu'on est bon en relationnel pour gérer les relations extérieures et tout ça? Et pour moi, vous n'avez pas forcément d'intégrer une grande ONG pour commencer à être utile à votre communauté. Parfois, on a des associations dans les écoles, on a des associations dans les quartiers. Et pour moi, c'est l'endroit où vous apprendrez le mieux. Parce que vous aurez une grande manœuvre, voilà, et une grande ouverture. Parce que parfois, lorsque vous intégrez une ONG d'un coup, c'est déjà assez structuré. Vous n'avez pas forcément de grandes choses à expérimenter. Le chemin est déjà tracé. On apprend beaucoup de choses dans les ONG, dans les associations. Mais pour moi, c'est très important de commencer déjà avec les associations à la base, de vous faire une petite expérience. Et vous allez voir que chemin faisant, vous allez apprendre des choses, vous allez grandir, vous allez apprendre en expérience et de fil en aiguille, justement, vous intégrerez de plus grandes ONG, les systèmes des Nations Unies, etc. etc. Mais c'est vraiment un parcours, c'est un long chemin.
Et il faut pas, voilà, il faut accepter justement de faire ce parcours-là. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est vraiment un parcours qui a plusieurs phases. Il y a la phase d'apprentissage, il y a la phase où on se construit, la phase où on devient quelqu'un, où on a quelque chose maintenant je veux dire, à revendre, et où même après on intègre les ONG de prestige de son choix, comme on les voit et tout. Pour moi, pour l'écriture, je ne vais même pas me limiter à l'écriture, je vais vraiment élargir ça à l'art, que ce soit la chanson, la danse, la musique, l'écriture, les films et tout ça. Moi, j'ai toujours que l'art, c'est très subjectif. Moi, je peux aimer quelque chose et que voilà, Rama ne m'aime pas, voilà, et que, voilà, que plein d'autres personnes ne l'aiment pas. Mais pour moi, j'ai toujours aux artistes, il y a un moment de notre vie où, quand on est seul chez soi le soir, on sait si ce qu'on a produit, c'est quelque chose qu'on est prêt à sortir ou qu'on est prêt à défendre ou pas. Si vous avez du mal à défendre votre produit, c'est peut-être qu'il faut le retravailler et qu'il faut l'améliorer. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, c'est peut-être qu'il faut l'amener à un autre niveau où vous serez vous-même fier de lui. Et pour moi, quand on atteint ce niveau-là où on est sûr que ce qu'on a fait vaut la peine d'être défendu, c'est qu'il faut le défendre. Il n'y a personne qui va défendre votre produit pour vous. Si vous sortez votre projet, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et je pense que souvent, en tant qu'artiste, le faux pas qu'on fait, c'est de vouloir imposer notre art à tout le monde. Et on ne peut pas, en fait, parce que les gens n'ont pas les mêmes sensibilités. Donc du coup, on sort quelque chose. Oui, peut-être que notre entourage direct ne va pas apprécier, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait n'est pas bon du moment où on y croit. C'est juste qu'il faut aller trouver la niche à laquelle on va plaire. Et justement, savoir que c'est ces gens-là qui nous écoutent, c'est ces gens-là qui nous lisent, c'est ces gens-là qui viennent nous voir. Et justement, faire des choses qui vont dans ce sens-là. Et je pense que c'est très important. Aujourd'hui, un artiste, c'est un produit, c'est une entreprise. Et je pense que les 4P sont très importants, comme on dit. Les 4P sont autant importants pour un produit que pour un projet artistique. Et pour moi, c'est ça. Donc, c'est vraiment, il faut croire en soi. Et aujourd'hui, si je vous montre mon premier texte, il n'a rien des textes d'aujourd'hui. Comme je dis, c'est un parcours. C'est d'année en année, on s'améliore. C'est qu'il ne faut pas laisser tomber, c'est qu'il faut continuer. Après, à un moment donné aussi, bon, si ça ne donne pas le résultat qu'on veut, peut-être qu'il faut réorienter les choses. Mais du moment où vous êtes confiant en votre talent, en votre plume, en votre voix, en votre style de danse et tout ça, il faut accepter aussi les critiques. Les critiques, elles sont pas forcément, c'est pas forcément de la jalousie. Parfois, les critiques, elles sont constructives. Si quelqu'un vous dit, mais tu sais ça, j'aurais bien aimé que tu le fasses comme ça, ou ça, est-ce que tu as pensé à faire comme ça? Il faut être ouvert à ça aussi, parce que justement, c'est dans le partage que l'art trouve ses plus grandes inspirations. Donc, moi, c'est un peu les conseils que j'ai à donner à tous ceux qui voudraient intégrer des ONG, à ceux qui ont un parcours artistique à défendre en ce moment. Absolument. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de commencer par quelque chose et après, on va s'améliorer et trouver notre voie et surtout rester authentique dans ce que nous faisons. Qu'on croit en nous et qu'on croit en notre talent. Et on a un don, finalement, tout le monde a un don, il faut savoir le découvrir et l'améliorer, parfaire ce talent-là. Je pense que tu dis par rapport à l'authenticité, c'est très important parce que je dis toujours, quand on écrit quelque chose parce qu'on y croit, on est 8 milliards dans le monde, il y a forcément 10 millions de personnes qui vivent la même chose au même moment. Juste qu'il faut trouver maintenant où sont ces 10 millions de personnes-là. Elles ne vont pas être dans notre entourage direct, elles vont être dispersées un peu partout dans le monde. Et quand on fait quelque chose par l'authenticité, c'est que peu importe le temps que ça prend et tout ça, il y a des gens qui vont s'y reconnaître et qui vont reconnaître cette patte d'authenticité. Après, quand on fait quelque chose pour plaire au grand public, le souci c'est que le grand public, il est aussi capricieux. Par exemple, quelque chose peut lui plaire le lundi et le mardi, il a envie d'autre chose. C'est pour ça qu'en soirée, on met différents types de musique. On met pas, à part certaines soirées bien déterminées et tout ça, mais la plupart du temps, on met différents types de musique parce que les gens, ils aiment bien aller de A à B, à C, à D. Donc du coup, il ne faut pas forcément chercher l'approbation du grand nombre. Si votre authenticité vous mène vers l'approbation du grand nombre, c'est encore mieux. Mais ce qui doit vous animer, ça doit être l'authenticité et non pas l'approbation du grand nombre. Du coup. Parfait, merci pour ces conseils, Jerry. Et vous êtes un grand poète, mais à quand le roman? Justement, c'est ce que je dis toujours. Moi, je pense pas que je vais finir romancier un jour. Peut-être qu'à un moment donné, ça va s'imposer à moi, mais mon objectif en étant poète, c'est vraiment pas de finir romancier. Pour moi, la poésie à elle-même, c'est un art qui se suffit et qui mérite d'être défendu. Parce que c'est vraiment la question que je reçois le plus à quand le premier roman et tout. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire justement que la poésie atteigne un niveau ou un rang qu'a le roman aujourd'hui dans les livres. Parce que c'est vrai que le roman, c'est le style littéraire qui est le plus mis en avant, qui est le plus en vogue. Mais je pense que tous les autres styles également ont cette particularité-là et méritent justement cet espace. Donc voilà, c'est la grosse chose pour laquelle je lis. C'est pour ça parfois même quand on me dit, quand on dit que je suis écrivain, je préfère qu'on emploie le terme poète pour être vraiment très spécifique et pour montrer que c'est ce que je fais.
Après, si un jour le roman s'impose à moi, je ne fermerai pas les portes, mais c'est vraiment pas quelque chose derrière lequel je cours actuellement. Tout à fait. Il faut y aller au feeling. Voilà, exactement. Vous sentez des poèmes, Voilà. Vous êtes poète, Exactement. donc écrivez des poèmes pour le moment. Exactement. Et quels sont vos projets futurs? Mes projets futurs, déjà, c'est de faire la promotion de parenthèses poétiques. Donc, il y a pas mal d'événements qui sont prévus dans les prochains mois autour de parenthèses poétiques. Ce que je veux vraiment, c'est de faire vivre des expériences humaines aux gens. Donc, avec l'accompagnement de spécialistes des questions de relations humaines, voilà, comme de sciences sociales. Donc, on va tenir des ateliers de lecture, qui ne sont pas que des ateliers de lecture. Donc, ce sera des ateliers qui seront également des séances de discussion, de méditation, tout ça, pour permettre vraiment aux gens de reconnecter avec leurs émotions et avec voilà, le sentiment de l'amour. Il y a également la version audio du nouveau recueil qui sera disponible en début d'année prochaine, en 2024 du coup. Donc le temps juste de laisser les gens lire par eux-mêmes, de donner leur propre direction au poème avant que voilà, moi je ne vienne donner la mienne, pour ne pas justement fausser le rapport avec le recueil. Absolument. Voilà. Absolument. Et encore mes félicitations pour ce recueil de poèmes, parenthèses poétiques. Et je vous recommande d'aller acheter ce poème. Moi, je vais le faire. Et est-ce que vous avez un message à faire passer? Quels sont vos derniers mots pour aujourd'hui, bien sûr? Je pense que mon mot, comme je dis, je pense que ces dernières années, avec la Covid, on a appris énormément de leçons, mais comme l'homme est amnésique, je pense que depuis que la Covid a disparu, on est en train de retourner à nos bonnes vieilles habitudes. Je pense que durant la Covid, ce qui était très bien, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir à quel point les relations humaines sont revenues au cœur de nos sociétés, comment est-ce que l'humain est redevenu le centre justement de toutes nos actions. Et moi, je pense que c'est vraiment ça la bonne tangente à prendre. Je pense qu'aujourd'hui, comme on dit en Wolof, le médicament de l'homme, c'est l'homme. On a énormément à gagner justement en collaborant mieux, en développant beaucoup plus d'empathie, d'entraide entre nous et tout. Et un autre des messages, c'est que la vie elle est courte, donc du coup, le peu de temps qu'il nous reste sur Terre, parce que pour moi c'est tellement peu de temps, prenons-le à faire du bien autour de nous, à cultiver de bonnes choses, à vivre notre vie, voilà, à montrer à notre entourage à quel point est-ce qu'ils comptent pour nous, à quel point est-ce qu'ils sont importants pour nous, et aussi à créer des souvenirs, voilà, des souvenirs qu'on laissera aux gens, à chérir lorsque certains membres de notre entourage nous quitteront, parce que voilà, dans la vie en vrai, on n'a que ça en fait, on n'a que ça à la fin de la journée. Absolument. Merci pour ces messages. L'essentiel, c'est d'impacter. Voilà. Merci pour cet entretien, Merci Thierry. beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Et je vous demande de vous abonner, de liker cette vidéo, de commenter et aller acheter bien sûr Parenthèses poétiques. En tout cas moi, c'était un plaisir vraiment Thierry, c'était un plaisir, on a beaucoup appris et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo dans les mots et les râles. D'ici là, je vous demande de bien vous porter, prenez bien soin de vous. Morale, des mots et des sens pour des morales. À bientôt.